Coucou! Alors, on va continuer la série de tutoriels, de cours en ligne sur l'outil de création de jeux d'énigmes qui s'appelle Puzzle Script. Je vais aller plus vite ces fois-ci. Dans les vidéos précédentes, j'ai parlé des fondamentaux de ce site web qui permet de scripter des jeux d'énigmes. Et on va directement aller dans le concret. Donc on va dans la partie exemple, on load un des exemples du jeu et on va aller bidouiller le code de ce petit jeu pour voir un peu plus précisément comment fonctionne la logique de l'outil de scripting que j'ai expliqué dans la dernière vidéo. Alors, récapitulatif, on a un système de conditions avec la partie à gauche la condition nécessaire pour créer la règle du jeu, et à droite le résultat de cette condition, avec la petite flèche qui indique qu'il s'agit d'une ligne d'instruction conditionnelle. On peut créer autant de règles du jeu, donc d'instructions que l'on veut. Pour ça, il suffit d'aller à la ligne et puis de créer un nouveau système de cases, donc soit en utilisant les touches du clavier, en faisant ça, en écrivant à la main. Ok. Et ici, on peut créer des nouvelles conditions, par exemple, si le player se situe à côté d'un mur, alors les deux vont pouvoir se déplacer dans le même sens que la direction voulue. Je rebuild, je run. Donc il s'agit bien d'un jeu de type Sokoban où l'on pousse des petites cases, des caisses dans ce cas-ci, et ici je peux aussi déplacer les murs cette fois-ci, alors que dans la version précédente c'était impossible. Donc on peut pousser les murs, et on a complètement modifié le code du jeu, donc la résolution de l'énigme est complètement différente. Je ne peux pas pousser de murs qui sont bloqués par les limites du niveau, ainsi que je ne peux pas avoir une situation où j'essaie de pousser des murs qui sont alignés, puisque ça se bloque. Je supprime cette ligne, et si je rebuild et que je run, cette fois-ci on ne peut plus pousser des murs. Donc c'est pour ça que la phase de test est hyper importante, et la résolution de l'énigme est toujours celle que précédemment, donc c'est la même, on est revenu à un état initial. Ok, là on va faire une sorte de mini tutoriel un peu plus organique, où on va juste voir ce qui se passe si on essaye de complètement casser le code. Par exemple, dans la dernière vidéo, je me demandais qu'est-ce qui se passait si on écrivait comme ça. Alors, dans la vidéo précédente, on a fait ça. Si le joueur s'éloigne d'une des cases, d'une des boîtes, des crates, alors il va la tirer avec lui. Donc si on rebuild et qu'on run, on voit en effet qu'on ne pousse plus les cases, mais qu'on va les tirer vers nous quand on s'éloigne d'une des cases. C'est expliqué dans la vidéo précédente. Donc n'hésitez pas à aller reprendre depuis des versions antérieures pour bien comprendre de quoi il s'agit. Mais si je fais ça, donc là, si la condition indique que le joueur se dirige en direction d'une crate, il se passe ça. Donc je rebuild, je run, je continue. Si je vais dans la direction, donc si j'essaye de pousser la caisse, en fait, le joueur et la caisse partent dans l'autre direction. Donc ça crée une action, un résultat qui est contre-intuitif, mais logique d'un point de vue code.
Je pensais que ça allait pas marcher, mais ça fonctionne. On peut aussi tout à fait imaginer que... Ah, je fais un truc rigolo. Voilà. Si je fais ça, que je rebuild, il va rien se passer. Si j'essaie de pousser une caisse ou que je m'en vais, il y a bien une condition initiale qui va créer le même état que ce qui se passait avant. Par exemple, si j'essaye de pousser une caisse, donc, par exemple comme ça, il va rien se passer parce que la résultante de l'action de ma ligne de code, c'est de ne rien faire bouger. Il n'y a pas de petite flèche qui indique que les cases sont en mouvement. Et du coup, il se passe rien. Mais si je fais ça, je vais copier create et je le mets là, et je copie player et je le mets là. Donc j'utilise les touches CTRL-C, CTRL-V de mon clavier numérique. Hein. Je rebuild, je run. Et là, si j'essaie de pousser une case, eh bien, la case joueur et la case crate vont s'intervertir, vont changer de place. Ah bah voilà, j'ai résolu l'énigme sans faire exprès. Donc par exemple, ça va complètement changer la résolution de l'énigme ici. Si je veux positionner les caisses sur les sorties, il va falloir que j'échange ma place avec elles. Et ça change tout. Ça change tout. Voilà. C'est amusant. Donc pour la même situation, on a des résultats complètement inversés. Et ce que je viens de faire ici, il se trouve que c'est à peu de choses près, je sais pas si on l'a ici, d'un des puzzle games faits sur Puzzle Script qui s'appelle Hero of Sokoban, qui est un des plus connus, où justement on a un premier personnage qui va faire une série de niveaux qui va devoir pousser les caisses, et une fois qu'on en a fini avec lui, on va refaire les mêmes niveaux avec un personnage qui a une compétence complètement différente. Donc on a la même disposition des niveaux, mais cette fois-ci le personnage va devoir tirer les caisses au lieu de les pousser, et une fois qu'on en a fini avec lui, on a un magicien qui va se téléporter à travers une case et intervertir sa position. Et c'est hyper intéressant parce que ça montre que avec le même level design, donc avec les mêmes niveaux, mais pas les mêmes compétences de personnage, les énigmes sont complètement différentes alors qu'on a le même système qui est présenté. C'est hyper intéressant. Et du coup, le créateur du jeu est probablement très malin parce que il a dû imaginer des niveaux qui ont la même apparence mais qui ont des manières d'être résolubles différentes en fonction des capacités des personnages. C'est assez brillant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait faire ça. Là, je pense qu'il va y avoir un bug. On va essayer. Ah non, le jeu est suffisamment malin pour dire que ça fonctionne pas. J'ai essayé de montrer aux joueurs qu'il allait prendre la place de la crate, mais vu qu'ils ont le même layer de collision, il se passe rien. On peut tout à fait faire ça. Je sauvegarde, je rebuild, je run. Là, si j'essaie de pousser une case, notre joueur se transforme en case, et là, on est bloqué. Je peux aussi faire ça. Cette fois-ci, donc j'ai rebuild, donc ça a recompilé mon code et ça a changé les règles du jeu. Si j'essaie de pousser une case, ça transforme la caisse en un second personnage. Et là, si je me déplace, les deux personnages se déplacent en même temps, mais celui de droite est toujours bloqué par les murs. Donc il peut se passer des situations comme ça. C'est trop drôle. Donc, c'est complètement incongru. Dans la vie réelle, ça ne peut pas se passer, mais d'un point de vue code, c'est logique, et ça peut créer des énigmes assez amusantes.
Euh, Il y a plein de possibilités et il y a des variantes de code. Je voulais juste vous montrer autre chose. Donc je vais reprendre la même situation qu'au début. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Là, j'ai deux lignes de code qui sont a priori contradictoires. Les lignes de code sont lues les unes à la suite des autres à chaque action. Les actions, c'est dès que l'ordinateur reçoit un input, donc à savoir soit que le programme détecte qu'on a appuyé sur la touche gauche, haut, bas, droite, la touche Z, la touche X ou la touche R. R pour Start, Z pour revenir en arrière et X qui est la touche action. Dès qu'il reçoit un input, il va regarder si cette condition est respectée et donc va créer cette résultante, cette réaction, puis il va passer à la ligne suivante, il va regarder si cette condition est respectée, il va créer une réaction, et là il n'y a plus de ligne de code, il a fini, et donc il va terminer son calcul de code, et va afficher à l'écran le résultat calculé sur une nouvelle image. C'est un peu comme jouer un jeu d'échecs, où en fait, à chaque fois qu'un des joueurs va faire une action, donc va bouger un pion et va appuyer sur la petite horloge pour dire clic, maintenant c'est ton tour. En fait, l'ordinateur, il fait ça en une fraction de seconde et on voit pas l'ordinateur prendre avec sa petite main l'ordinateur et déplacer une case et ensuite appuyer sur le clic, ça se fait en une fraction de seconde. Et en fait, on voit pas les différentes actions se dérouler très vite à l'écran. En fait, ça a lieu dans l'ordre, mais en un instant et après il affiche l'image. Et ici, en fait, si je fais ces deux actions-là, enfin si j'appuie sur la touche droite, si je suis à gauche d'une caisse, il va calculer cette ligne de code-là, voir quelle action en résulte, puis appliquer cette ligne-là, voir quelle action en résulte, et afficher l'image finale, et donc mettre à jour le jeu pour montrer la nouvelle situation qui a découlé des règles calculées. Donc je rebuild, et là, ok. Mhm. Ok. C'est intéressant parce que j'étais jamais, j'ai jamais fait face à cette situation. A priori, si je comprends bien, s'il y a deux lignes de code qui se suivent, qui ont toutes les deux la même condition, il va, je sais pas si l'ordinateur va calculer la première condition, mais il va privilégier la dernière de la liste. Genre, tout ce qui se passe avant, dans l'ordre des instructions qui lui sont données, il va faire ok, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, et en fait, il va dire ok, en fait c'est la dernière condition. Quand j'ai des doublons de conditions, c'est la dernière condition qui est importante, c'est celle que je vais calculer. Donc en fait, il va pas vraiment pousser la caisse puis revenir en arrière, je crois qu'il va juste privilégier la dernière instruction et zipper, oublier la première. C'est intéressant, ça évite les bugs. Ah oui, 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 oui. Ah non, attendez. Si, 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 si. Euh, si je passe en mode level editor, ici on voit que j'ai un petit plus blanc qui me permet de cliquer et d'agrandir le niveau. Donc je vais faire une espèce de nouveau terrain complètement neutre.
Ça, je vais le supprimer. Donc je vais supprimer le code qui est là pour créer les niveaux. Et je vais mettre un petit bonhomme, une sortie, juste pour qu'il n'y ait pas de bug. Et ce genre de situation. J'appuie sur S, donc ça m'a print le schéma du niveau à partir des symboles qui ont été codés ici. Et je colle ce nouveau niveau. Si je suis pas obligé de sauvegarder, mais c'est mieux. Si je rebuild, je run. Alors j'enlève le level, tac, voilà. Donc là je peux jouer à mon jeu. Donc il n'y a pas vraiment d'énigme, hein. Si je fais ça, on a fini le niveau. Donc là, vu qu'on a fini, je recommence et je teste. Donc je peux pousser les caisses comme ceci. Ok. Mais si j'en ai deux d'affilée, je peux pas les pousser parce que vu que mon personnage essaye de pousser une caisse, mais que cette caisse-là ne peut pas se déplacer plus loin parce qu'il y a un autre élément qui est sur le même niveau de collision, à savoir elle-même, ça pourrait être un mur, et s'il y a deux caisses l'une à côté de l'autre, elles ne peuvent pas se pousser mutuellement, donc ça bloque. Mais je peux forcer le jeu à lui dire, si jamais tu te retrouves dans la situation où il y a une seconde caisse à côté de toi, alors tu vas me faire ce résultat. Et on voit bien que ça marche. Donc, je mets deux caisses côte à côte, et là je peux les pousser. Par contre, si j'ai plus de deux caisses côte à côte, je ne peux plus les pousser, et ça donne la sensation aux joueurs que y a trop de caisses, elles sont trop lourdes, et au bout d'un certain nombre de caisses, elles sont trop lourdes. Si alors si je supprime cette ligne de code, donc j'ai fait un CTRL X pour la couper, comme ça je vais pouvoir la recoller juste après. Si je rebuild, je run, eh bien je ne peux plus pousser juste une caisse. Je suis obligé de me retrouver dans une situation où j'ai deux caisses côte à côte. Donc si je recolle, je rebuild, là ça marche. Ok. Mais si j'enlève cette ligne de code, je rebuild, là, je ne peux pas pousser juste une caisse. Je peux pousser deux caisses, mais pas juste une. C'est très paradoxal, mais ça fonctionne d'un point de vue code. Pas forcément d'un point de vue intuitif pour le joueur, mais ça fonctionne d'un point de vue code. C'est une des règles de ce monde virtuel. Je remets la ligne de code. Et cette fois-ci, si je fais ça, je n'ai plus le même nombre de cases à gauche de ma condition que à droite de ma condition, de ma ligne de code. Alors je dis toujours le mot code, il faudrait que je dise script. Par facilité de langage, je veux dire code. En vrai, on n'est pas en train de faire du code, on n'est pas en train de faire de la programmation à proprement parler avec un langage de programmation comme du C++, du C#, du Python ou autre. On est en train d'utiliser un outil de scripting. Si je fais ça et que je rebuild, le jeu n'a pas rebuild. Il m'a mis une ligne rouge qui fait très très peur. Le rouge, en vrai, ça fait pas peur. Vu que c'est rouge, ça attire tout de suite l'œil, ça indique qu'il y a un problème de structure dans le script. Donc là, il y a un vrai problème d'écriture dans le langage de scripting, et c'est pas un problème de logique. L'ordinateur n'est pas capable de résoudre les énigmes par lui-même et dire attention, là, il y a un bug logique. Par contre, il y a un bug en termes d'écriture du script, et il a lieu à la ligne 82. Donc si on clique sur la ligne 82, il nous y amène. Si j'étais ailleurs et que je fais toc, il va directement nous sélectionner la ligne 82 là où il y a un problème, et ça c'est super intéressant parce que si on a un programme qui est relativement long, il nous y amène directement et on n'a pas besoin de chercher à l'œil dans le programme, donc ça c'est vraiment très cool. Et il nous dit in a rule, each pattern to match on the left must have a corresponding pattern on the right of equal length, number of cells. En gros, effectivement, on a des cellules, donc tout ce qui est situé entre deux tirets blancs est une cellule. Ici, à gauche de l'instruction, on a 3 cellules, à droite, on en a 2, et ça fonctionne pas, ça peut pas fonctionner, on ne peut pas
dire à l'ordinateur, si tu es dans une situation où il y a 3 cellules qui interagissent, alors tu me fais une réaction pour que 2 cellules. Qu'est-ce qu'on fait de la troisième cellule? Et l'ordinateur il dit bah non, en fait, j'ai 3 cellules en condition, il me faut 3 cellules pour le résultat, sinon ça n'a pas de sens. Et inversement, si on lui donnait une condition qui nécessite 2 cellules et qu'on lui force lui dire j'aimerais que tu me bouges 3 cellules, bah non, je vois pas de quelles cellules tu me parles, elles sont pas dans mes conditions. Donc c'est assez logique quand on y pense, mais voilà. Ce qui est intéressant, maintenant euh, qu'on a compris ça, on peut tout à fait faire autant de lignes de code que l'on veut pour tous les cas de figure possibles, et on peut rajouter une ligne de code pour 3 ou 4 cellules qui pourraient être poussées. Tac, allez, on en fait une dernière, je copie-colle. Je pourrais l'écrire à la main, mais on a des outils qui nous facilitent la vie, autant les utiliser. Je rebuild, je run, je start le jeu, et là on a tous les cas de figure possibles. Je peux pousser une caisse toute seule, ou alors 2 caisses toutes seules, ou alors 3 caisses ensemble, ou 2 ou 4. On vérifie, on teste, ça fonctionne, on est super content. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un bug logique. Peut-être qu'un jour on va se retrouver dans une situation qui sera pas désirée, qu'on n'avait pas prévu, et qu'il y ait une énigme qu'on a dans notre tête et on la teste, on crée un niveau et on la teste, et ça ne fonctionne pas. Parce qu'on n'avait pas imaginé qu'il y aurait cette possibilité de gameplay, de niveau, d'énigme, et il y a un bug, et en fait on va revenir dans la logique de notre code et voir d'où vient le problème, et le résoudre pour faire en sorte que notre jeu fonctionne, pour créer des situations intéressantes, amusantes, etc. On n'a qu'à aller chercher un autre exemple. Il est en train de télécharger, et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est super intéressant. On a une nouvelle sémantique de code. Ici, on voit dans la ligne qu'il y a, dans les règles, donc il y a juste une seule règle du jeu, dans ce jeu-là, qu'on a chargé. Donc c'est cool parce que ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de se taper tout un programme complexe pour comprendre quelle était la logique à chaque ligne de code et se bouffer un programme complexe. On voit qu'il y a 3 petits points, alors qu'on n'avait pas vu ça avant, et on a un truc qui s'appelle SFX0. On va voir tout ça dans un instant. Avant de lancer le jeu, on va regarder vite fait le code et on va voir si on arrive à piger ce qui se passe. Donc le jeu s'appelle AAA. L'auteur c'est Increeper. Donc Increeper c'est le pseudonyme du créateur de l'outil PuzzleScript. Donc c'était un jeu qui a été développé par le créateur de l'outil de scripting. Le homepage c'est le nom du site. Et en objet on a 5. On a le background qui ressemble à l'herbe qu'on avait précédemment. On a un target avec des petits points qui sont les transparents, et 4 pixels qui ont la couleur dark blue, donc un espèce de petit carré bleu. On a un mur qui est l'espèce de motif de briques marron et marron foncé. On a notre joueur, on arrive à le voir, on arrive à le reconnaître même si c'est du code avec les numéros, vu que l'outil de scripting nous met les couleurs. C'est assez lisible. Et on a une espèce de truc qui s'appelle A-Ball, ça ressemble à une espèce de monstre. Voilà. Et on a la légende, background one player A-Ball, un son qui s'appelle SFX0, tiens donc, qui a un espèce de numéro. En fait, ce numéro-là, c'est le seed ou c'est comme un numéro de téléphone qui va mener à un son particulier. Donc si on clique dessus, on peut l'entendre. Bloup bloup. Ça fait bloup bloup. Le système de collision layer. Donc on a le background qui est l'herbe, par-dessus le target, et par-dessus le player, le wall et le eyeball. Donc le joueur, les murs et le eyeball sont au même niveau. Et la règle donne ceci. On va tester le jeu et on va voir qu'est-ce que ça veut dire les 3 petits points. Et le SFX 0, c'est ce truc qu'on a là. Donc en fait, à chaque fois
que la règle du jeu est jouée, ça va jouer le son SFX 0. Et win condition, there is no way to win against a floating eyeball. Il n'y a pas de condition à résoudre, c'est un jeu qui est infinissable, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un niveau unique qui est juste là pour illustrer cette ligne de code. Vu que c'est un exemple, c'est pas un vrai jeu. On rebuild, on run, on appuie sur X to start the game, et on a notre petit bonhomme qui peut se déplacer. Et en gros, à chaque fois qu'on va passer devant le eyeball, il va nous suivre. En tout cas, il va se diriger vers nous et il va venir se snapper vers nous. Voilà. Il essaye de nous suivre. Si je fais ça... Ah, il nous suit! Alors si je restart... Voilà. Ça fait des choses assez intéressantes. Ok. Qu'est-ce qui se passe? On a bien la sensation que si on se déplace dans le niveau, à un moment donné, cette espèce de eyeball, on dirait une espèce d'œil en pixels, très bizarre, un espèce de monstre inoffensif qui se rapproche de nous, bah si on se déplace, au bout d'un moment, il y a cette espèce de monstre qui nous suit, ou qui vient vers nous. Vu que c'est un jeu de type Sokoban, donc de déplacement en case par case, les déplacements en diagonale sont interdits, ça ne fonctionne pas, donc les déplacements se font de manière verticale et horizontale. Et en fait, chaque objet, donc tout est objet dans le jeu, les murs, le sol, le personnage et le monstre. Chaque objet dans le code du programme, donc c'est pas nous qui le codons, c'est directement dans le programme, il observe ce qu'il a autour de lui, sur sa ligne horizontale, à gauche et à droite, et en verticale, au-dessus et en bas. Il regarde aussi bien directement les éléments qui sont adjacents, donc il regarde à gauche, à droite, au-dessus, en bas, à chaque action, donc sur les cases qui sont tout de suite à côté de lui, il va regarder aussi aux cases qui sont infinies, donc le plus loin possible. Il va regarder à gauche très très loin, à droite, au-dessus, en bas. Et dans le code source du jeu, ça c'est une astuce pour comprendre comment fonctionne le jeu. À chaque fois qu'on fait une action, qu'on se déplace, chaque objet va très très vite regarder, toujours dans cet ordre-là, gauche, droite, haut, bas. Un peu comme si on avait le réflexe de regarder à gauche et à droite avant de traverser la route, pour vérifier s'il n'y avait pas une voiture avant de traverser la route. C'est un peu la même logique. C'est une métaphore un peu bébête, mais je l'aime bien. Donc effectivement, en fait, à chaque fois que le joueur est sur la même ligne horizontale ou verticale que notre objet eyeball, à la fin du tour, dès qu'on se déplace, le eyeball va se diriger vers nous, dans la direction du joueur. Donc c'est pour ça qu'on peut s'amuser à être pas trop près de lui et puis à se balader, et puis il va essayer de nous suivre. Et si on se dirige vers lui, alors il nous fait aucun mal, on peut essayer de le toucher, il est gentil, tu vois, on a l'impression que c'est notre pote et il veut jeter vers nous. Et si cette fois-ci on essaie de se barrer, il nous suit. Mais ça c'est juste une conséquence du code, c'est-à-dire qu'en fait vu qu'on est très proche, là notre personnage, si je vais vers le bas, il va se déplacer d'une case vers le bas, et l'œil, il va se diriger dans la direction du joueur, donc vers la droite, donc il va prendre sa place, et maintenant, du coup, l'eyeball a pris la place du joueur, il se retrouve au-dessus du joueur directement adjacent à lui, et donc le joueur est juste en dessous, et en fait, là, il n'y a plus moyen d'éviter d'être dans la ligne horizontale ou verticale, mais c'est de la pure logique, c'est pas, on n'a pas codé qu'une fois que le label est collé à nous, il nous scotche, c'est une conséquence logique et naturelle d'un principe logique universel, et en fait on pourrait avoir le même système sur un jeu en papier avec des petits dessins, il se passerait exactement la même chose. C'est pas induit par l'ordinateur ou la programmation ou l'informatique, c'est de la logique pure. Ok. Je pense que c'est cool pour le moment.
Voilà, et je vais juste terminer en analysant cette ligne de code pour bien comprendre. On a trois... c'était quoi le nom du... trois cells, trois cellules. On a trois objets. On a l'objet Able, l'objet Player et l'objet trois petits points, qui n'est pas un objet qu'on a codé. Et cet objet-là, cette cellule-là, ça veut dire que c'est du vide. Ça veut dire que peu importe le nombre de cases qu'il y a entre le Able et le Player, peu importe le nombre de cases vides, le Able va se diriger vers le Player à chaque nouveau tour. Et on va juste terminer là-dessus en testant un truc. On va passer en Level Editor, on va ouvrir un peu le terrain. On va appuyer sur plus, ici, pour créer plus d'espace. Et si je mets mon player ici, donc là j'en ai deux, mais je vais reprendre l'herbe et j'efface mon player. Et si je mets un mur ici, j'appuie sur S, je copie-colle, je clique sur Level Editor pour le faire disparaître, je colle ça ici, je CTRL S, donc j'ai une version de mon jeu ici, aïe aïe aïe, rebuild, run, je start le game. Donc là, si je vais là, on a bien le Able qui se dirige vers nous. Et si je restart et que je vais ici, le Able essaye de se diriger vers nous, même s'il y a un mur entre nous et le Able. Donc en fait ici, ces trois petits points indiquent que peu importe les cases qu'il y a entre le Able et moi, que ce soit des cases vides, donc les cases vides c'est le background, c'est l'herbe, il y aura toujours le Able qui vient se diriger vers nous. C'est un truc que j'aurais dû dire depuis le début. Vous avez le droit de renommer, par exemple, votre player en joueur. Vous avez le droit de faire ça en français. Si je rebuild, il va me dire il y a un problème de code. En fait, il faut que on renomme ce point-là avec l'objet correspondant ici. Donc si je fais rebuild, il veut pas. Justement, c'est ce que je voulais dire. Wall, on a le droit. Wall, on a le droit de l'écrire en français. On a le droit de marquer mur ici et mur ici. Donc là, tac, rebuild. Oui, voilà, il manque au collision layer. Donc là, les erreurs m'indiquent qu'il fallait que je renomme bien tous les éléments du même type. Donc je rebuild. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc j'ai remplacé le mot wall par le mot mur si vous avez plus envie de créer des lignes de code en français. Par contre, les seuls éléments que vous ne pouvez pas écrire en français, c'est background et player, parce que ce sont des mots-clés intrinsèques à l'outil Puzzle Script. Et s'il n'y a pas le mot clé background et player, en fait, il ne peut pas y avoir d'éléments sol dans le jeu et on ne peut pas contrôler de joueurs. Le code, ça va le rendre fou et il va mourir et votre ordinateur il va exploser et le monde va brûler et puis il y aura plus de Covid et puis après ce sera le post-apo et puis il y aura des animaux qui vont revivre et puis après il y aura les dinosaures et ok j'arrête. Euh, euh, voilà, c'est une condition essentielle et je vais la rappeler dans les prochains tutoriels quand on va créer un jeu par nous-mêmes. Ok. Ah ouais, j'étais pas à 100%. J'ai appuyé CTRL plus et CTRL moins, là c'est un truc de Windows, hein, pour avoir une typographie lisible. Donc effectivement on peut faire CTRL moins pour avoir un aperçu global de tout le code. C'est assez intéressant. C'est cool. Alors n'hésitez pas en commentaire à faire des retours ou si vous avez des questions. Et si vous voulez critiquer mon book, vu que je sais pas me raser, c'est bienvenu. Parce qu'effectivement, si vous avez des conseils pour le rasage, je suis preneur parce que je suis très très nul. Voilà les amis, je vous fais des bisous et à très vite.